Bonjour, nous sommes le lundi 19 septembre 2022 et aujourd'hui je reparle de Russie et Ukraine. Je vous ai parlé de la Russie et de l'Ukraine en fait essentiellement avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou la tentative d'invasion en criant casse-cou, en disant ça va avoir lieu, etc. Et à ce moment-là un peu dans un désert. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens eux-mêmes disaient non, non, ça ne va pas avoir lieu. Les Européens disaient non, non, bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Poutine aurait encore des rêves à la Pierre le Grand ou à la Catherine la Grande? Ça n'a pas de sens. Ils ont compris que l'URSS avait été battu en 1989 par l'écroulement de son régime communiste et que à partir de ce moment-là, il s'agissait d'une petite nation avec voilà, petite nation sur le plan économique, pas sur la surface du territoire, pas sur les ressources, mais en tout cas une nation qui n'a pas la possibilité de redevenir un empire. Mais c'est oublié, je dirais, la psychologie des vaincus, de vouloir une revanche, de vouloir redevenir éventuellement ce qu'on a été, parce que la Russie a été un grand empire. Je vous rappelle qu'elle a été la descendante de l'empire chrétien d'Orient, basé à l'origine avec une capitale à Constantinople, et que les Russes se sont situés dans cette tradition depuis fort longtemps. Alors, ils ont une vision de certains peuples limitrophes, ceux qui habitent dans ce qui a souvent été les marches du pays, les marches au sens de provinces assez éloignées qui ont un statut, je dirais, plutôt de bloc tampon vis-à-vis de l'extérieur et dont les populations ont une représentation sympathique de l'empire du milieu sans qu'on doive intervenir. Malheureusement, pour ceux qui ont ces visions-là sur les marches de leur pays, ces marches peuvent avoir des comportements quelquefois dans le sens d'une autonomie plus grande, d'un nationalisme, etc. Regardez en France la Savoie, le pays de Nice, l'Alsace-Lorraine, la Bourgogne, qui à une époque s'allie aux Pays-Bas pour constituer une entité distincte de la France. Les populations voilà, en Occitanie qui se trouvent, je dirais, dans la lignée, dans la succession de la rébellion cathare, la Bretagne, bon, qui rejoint la France relativement récemment, des choses de cet ordre-là. Une partie du nord de la France qui s'appelle encore aujourd'hui la Flandre avec une certaine fierté. Quand je suis à Lille, je vois tous ces écussons, toutes ces représentations que je connais par ailleurs comme étant celles effectivement de la Flandre. En général, ça marche. Parfois, il y a des tiraillements. Parfois, on se demande à qui appartient vraiment la Mandchourie. Il y a des gens qui s'amusent à dire que le Tibet n'a jamais fait partie de la Chine, ce qui n'a jamais été le cas. Mais la Chine, le Tibet a très souvent été effectivement dans un statut de marche, c'est-à-dire de zone tampon entre la Chine et des pays extérieurs. Ou alors dans la région des Ouïghours, dans le nord-est, des choses de cet ordre-là. Alors des populations qui selon un petit peu de leur, je dirais, des reviviscences de type nationaliste et autres, dont je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées, mais remettent en question ce statut. Alors là, l'image de l'Ukraine en Russie, d'après ce que je comprends, ce sont des marches et il vient des moments où on considère que ces marches sont menacées par une éventuelle avancée de l'OTAN. On fait semblant de ne pas remarquer que depuis qu'on parle de l'avancée éventuelle de l'OTAN n'a rien fait pour concrétiser ça. Et on dit oui, mais du coup le doute existe, ou peut-être pas. Le fait que l'OTAN n'ait pas bougé marque peut-être une position qui pourrait devenir définitive. Quoi qu'il en soit, la Russie décide d'annexer l'Ukraine.
Et au départ, par les moyens, je dirais, les plus simples, comme on a vu depuis 2009, disons, en essayant d'installer des gouvernements que je ne vais pas appeler fantoches, puisque chacun peut appeler fantoches ceux qui n'aiment pas, des gouvernements qui soient pro-russes en Ukraine. Et la population, voilà, à certains moments, n'aime pas ça du tout. On voit M. Manafort, un Américain proche de M. Trump, s'agiter fort en faveur de la minorité russophone en Ukraine, agir dans ce sens, être conseiller d'une personnalité qui représente justement des russophones en faveur d'une annexion de fait de l'Ukraine à l'intérieur de la Russie. Et puis tout ça, voilà, tout ça commence à s'infecter et Moscou en a marre. On va se débarrasser de populations qu'on appelle de manière absolument ridicule, et ça évidemment ça ne les a pas aidés, qu'on appelle nazis. Pourquoi ça ne les a pas aidés? Parce que dès l'invasion, ce sont les Russes qui se sont conduits de manière tout à fait manifeste, comme se sont conduits les nazis autrefois, et que par conséquent, en Occident, on n'accepterait pas cette assimilation des Ukrainiens à des nazis, d'autant que le type de démocratie qui était en train de s'installer en Ukraine ressemble fort au type de démocratie qui existe dans les pays occidentaux. Oui, bien sûr, il y a des gens qui magouillent ici ou là, mais ça, dans les pays occidentaux, on connaît, on sait qu'il y a de la corruption, on sait que les députés essaient essentiellement de rester au pouvoir et pas vraiment de changer les choses pour lesquelles on les a élus. Tout ça ne nous épate pas quand on le voit. Et donc il y a une sympathie pour les populations ukrainiennes, d'autant que ce sont des populations qui ont exactement le même type physique que les populations occidentales. C'est lié au fait, par exemple, voilà, qu'une une population suédoise importante est venue s'installer en Ukraine à une époque. Et ce qui fait aussi que quand les gens se posent la question, est-ce que je pourrais accueillir des réfugiés ukrainiens chez moi? Oui, ça ne fera pas d'ennui avec mes voisins. La preuve, c'est que mes voisins, s'ils ne posent pas de questions, croiront peut-être que c'est des cousins à moi, parce qu'ils ont tellement l'air d'être de la même famille. Question qui ne se poserait pas dans les mêmes termes pour les voisins. Si les personnes en question venaient manifestement d'Afrique du Nord, ou si elles avaient la peau noire comme les populations africaines subsahariennes. Bon. Alors on dit oui, c'est un scandale qu'on accueille aussi facilement les Ukrainiens alors qu'on a tant de prévention pour d'autres. Oui, mais ils viennent avec la même religion que nous, celle que nous avions autrefois. Et comme je dis, ils passent tout à fait inaperçus dans le paysage. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de prévention contre des Ukrainiens à venir s'installer en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, etc., aux États-Unis et ainsi de suite. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le sentiment, on s'est dit, si les Russes veulent envahir l'Ukraine, ils le feront. Ils ont une beaucoup plus grosse armée, ils sont déterminés, ils vont le faire. Ce qu'ils ont essayé de faire, et en tout cas, ils vont pouvoir consolider leur pouvoir dans le Donbass, les régions où il y a une masse importante de russophones sur le territoire même de l'Ukraine. De la même manière que une annexion en 2014, ça a pu se faire sans difficulté de la Crimée. Pourquoi? Parce que bien que la Crimée appartienne à l'Ukraine de ces années récentes, de tradition, les populations tatares qui se trouvent là sont des populations qui ont reconnu une vassalité vis-à-vis de la Russie depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qui était prévu? Eh bien, on envoie des commandos sur l'aéroport de Kiev. Ils prennent ils prennent le pouvoir là-bas. Et ils envoient des armées, une armée de petite taille à Kiev, où on kidnappe le gouvernement en place et on le remplace par un autre favorable à la Russie.
Et là, c'est un article que j'ai lu tout à l'heure, mais qui attire l'attention là-dessus. La Russie a perdu la guerre, en fait, dans ces 3 premiers jours, parce que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que leurs troupes d'élite parachutées sur cet aéroport de Kiev, ils se sont fait descendre comme au casse-pipe par les gens qui étaient là, qui eux étaient une armée de... Voilà, pas une armée en haillons, mais faite de briques et de brocs, de volontaires, de gens qui se trouvaient par là, mais qui ont pris plaisir à faire des cartons sur les Russes. Et les Russes n'ont pas pu prendre l'aéroport, à partir d'un aéroport qu'ils n'ont pas pris, ils n'ont pas pu organiser leur expédition, leur opération spéciale, parce que c'est comme ça que c'était effectivement compris, comme une sorte d'opération commando en grand, avec quand même des chars, des choses de cet ordre-là, pour arriver jusqu'à Kiev. Et on a vu ces longues files de blindés arrêtés sur la route entre la Russie, entre plutôt la Biélorussie et à cet endroit-là et la Russie, et attendons de jour en jour qu'il se passe quelque chose, jusqu'à ce que les gens commencent à se dire, c'était mon cas, pourquoi les Ukrainiens ne vont pas canarder ce machin-là avant que ça se remette en marche, et ça finit par être ça qui s'est produit. Alors il y a eu des initiatives russes qui ont paru beaucoup plus, je dirais, cohérentes, mieux armées dans le sud et dans l'ouest, dans le sud et dans l'est, et dans le nord-est. Et qu'est-ce qu'on nous montre depuis 15 jours? On nous montre la carte des conquêtes russes en train d'être grignotée petit à petit, et parfois de manière assez spectaculaire en 1 ou 2 jours, par l'armée ukrainienne. Alors comment est-ce qu'on explique ça à Moscou? À Moscou, on explique ça par le fait que, en fait, l'Ukraine est devenue de fait un pays de l'OTAN. L'OTAN la soutient, lui apporte des armements, et très mauvaise erreur de calcul. En fait, la Russie a fait très rapidement, en quelques semaines, a fait de l'Ukraine de fait un pays appartenant à l'OTAN, et pratiquement aussi, ça demande que quelques signatures, un pays qui fasse maintenant partie de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va se passer? Difficile à dire. Moi j'ai dit dès le départ, j'envisageais quand même l'opportunité, la possibilité que la Russie échoue dans cette entreprise. Et là j'ai dit, comme elle possède quand même des armes importantes, en particulier des armes thermonucléaires, des armes chimiques, il va être très très difficile, si la Russie a véritablement le sentiment qu'elle perd cette guerre, elle ne va pas pouvoir résister au plaisir, à la tentation d'utiliser ces armes thermonucléaires. Et là, pour soutenir cette opinion que j'avais dans ce sens-là, des journalistes, des spécialistes, des experts sur la télévision russe, qui n'ont pas hésité à faire les déclarations, je dirais, les plus grotesques, avec un peu de recul, sur les capacités de l'armée russe, sur la justification d'étendre l'empire à l'Ukraine, et ainsi de suite. Et ces milieux-là n'ont pas cessé de dire que le moment est venu d'utiliser l'arme nucléaire, pas simplement des armes tactiques, mais vous allez voir à Paris, vous allez voir à Londres, ou plutôt vous n'allez rien voir du tout, parce que vous n'aurez pas le temps de voir que vous allez être pulvérisé, etc. Et en fait, ces menaces-là, d'une certaine mesure, bien qu'elles existent encore, deviennent de moins en moins plausibles. Pourquoi? Parce que même si un régime comme celui de Poutine en Russie est extrêmement, solide, il a des assises dans la population, il a une opinion publique qui, dans son ensemble, est encore favorable à des entreprises de type, comme l'appelait un commentateur, qui ruait dans les brancards à la télévision, des entreprises de type colonial, comme l'invasion de l'Ukraine. Ces choses-là, ou encore une certaine sympathie dans la population. Mais on pense aussi au fait que l'opinion
s'installe que la Russie n'a pas stabilisé ses positions, mais qu'elle est probablement dans une défaite en ce moment. Pourquoi? Parce on voit les Ukrainiens peuvent nous montrer des tas de munitions qui sont abandonnées et dont on voit qu'elles n'ont pas été abandonnées, je dirais, selon un plan bien établi, mais dans des déroutes. Au point qu'un article que je viens de lire dans le Guardian parle de la peur qui existe maintenant dans des villes russes, pas très éloignées de la frontière avec l'Ukraine, de gens qui ont peur que les Ukrainiens enhardis par leur victoire envahissent maintenant une partie de la Russie. Ça me paraît une mauvaise interprétation parce que les Ukrainiens s'ils arrivent à récupérer le territoire de l'Ukraine entièrement, ne sont pas encore, j'imagine, assez hardis pour pouvoir et surtout pour vouloir envahir le territoire de la Russie, parce que là, à ce moment-là, on constaterait ce qu'on a pu constater en Ukraine, c'est qu'une population se rebelle contre un envahisseur et a un avantage de fait sur des troupes qui ne savent pas toujours exactement pourquoi elles sont là, avec des ordres imprécis, des populations qui appartiennent non pas aux populations russes centrales, mais justement à des populations qui appartiennent aux marches de la Russie, des populations périphériques qui ne comprennent certainement pas pourquoi exactement elles sont là, et qui surtout réagissent très mal quand l'approvisionnement n'est plus là. On remarque dans ces villes russes à la frontière que quand les troupes russes en déroute se trouvent là, la première chose qu'elles font, c'est se rendre dans les magasins pour acheter des denrées de première nécessité, montrant que ces troupes russes en déroute n'ont pas accès à ça. Elles n'ont plus l'approvisionnement. Elles doivent aller dans les magasins russes au-delà de la frontière pour s'approvisionner quand elles se trouvent là. Et l'absence de morale de ces troupes, les commentaires désabusés sur le fait qu'ils sont là depuis février. En général, il n'y a pas eu de relève. Sur le fait que beaucoup de leurs officiers sont morts. Pourquoi? Parce que l'organisation même de l'armée russe est très très traditionnelle. Elle est extrêmement militarisée avec très peu de délégations de pouvoir, alors que l'armée ukrainienne a déjà bénéficié, je dirais, des progrès de la science, du managérial de l'Occident. Oui, je sais, il y a un très bon livre sur le fait que cette science managériale est héritée du nazisme, mais je crois que ce serait quand même un abus de langage de dire que toutes les sociétés, les entreprises, les compagnies qui fonctionnent pas mal parce qu'on délègue les pouvoirs, parce que les structures sont plus horizontales que verticales, que tout ça c'est simplement, je dirais, les derniers restes du nazisme. Non, ce sont des idées qui se sont imposées simplement à partir de l'idée de l'efficacité. J'ai travaillé longtemps dans le privé, je peux vous dire la différence entre des structures horizontales où on faisait du boulot, ça avançait, où la plupart des gens qui faisaient quelque chose faisaient les choses pour lesquelles, non pas pour lesquelles ils avaient été nommés, mais les choses dont on avait découvert qu'ils le faisaient le mieux, alors qu'à l'intérieur de ces structures entièrement verticales, il y a des maillons de gens qui savent pas ce qu'ils doivent faire, qui le font mal et qui se trouveraient en réalité bien mieux à un autre endroit où ils pourraient exercer leur talent, mais pas à l'endroit où ils se trouvent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Là, on n'est pas, les amis, on n'est pas dans la crise des subprimes. D'abord, je connais le sujet beaucoup moins bien, ce dont je vous parle. La subprime, j'étais dans la salle des machines et même au dernier moment dans la salle de contrôle des subprimes aux États-Unis. Donc j'avais un point de vue beaucoup plus éclairé de la situation. Ici, je regarde des émissions, je lis des journaux, c'est pas du tout la même chose, mais bon, j'ai la capacité, comme expert en question de sciences humaines de manière générale, de pouvoir quand même faire quelques réflexions. Mais quand il s'agit de dire maintenant qu'est-ce qui va se passer exactement, à part des constatations générales que de fait maintenant l'Ukraine fait partie de l'OTAN, la question
situation a été résolue de cette manière-là, que l'OTAN s'est renforcée, que les différentes armées nationales dans les pays de l'OTAN réarment, on développe de nouveaux budgets beaucoup plus importants, etc., en se disant qu'on a affaire maintenant, on va avoir affaire à une guerre avec la Russie. Alors la question s'est posée il y a quelques semaines, mais la réponse a été donnée assez rapidement. J'en étais à la possibilité encore pour la Russie de gagner cette guerre, ou si elle ne gagne pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors nous avons tendance en Occident à penser en termes de coup d'État, de généraux mécontents, de rébellions parmi eux, etc. Oui, il y a l'exemple effectivement de l'Allemagne nazie, mais comme vous le savez sans doute, il a fallu pas mal de temps avant que des rébellions de généraux conduisent à la fin d'Hitler. Et c'est pas encore, quand Hitler se suicide, c'est pas encore parce qu'il a été déboulonné par des généraux. Beaucoup de tentatives, de conspirations, et qui sont matées dans la brutalité et la cruauté envers les rebelles. Un régime à la Poutine peut encore des ressources de ce type-là. Est-ce qu'il y a quand même des gens dans son entourage qui vont essayer de l'éliminer pour que le désastre ne soit pas encore pire qu'il n'est maintenant? Là, je n'en sais absolument rien. Je ne connais pas assez la manière dont ces choses fonctionnent. Ce qui nous offre, je dirais, un peu d'éléments, ce sont ces films pas seulement des documentaires, mais les films russes depuis, surtout ceux des années récentes, qui nous montrent un peu comment l'esprit de la population, qui s'inscrit aussi dans une tradition. Quand on voit un film récent d'un ami qui retrouve un ami perdu depuis longtemps, et qui vont passer plusieurs journées à discuter, et que la vodka va couler de plus en plus à flot, ça nous rappelle des choses que nous avons lues au XIXe siècle dans la littérature russe. Quand nous regardons un film comme Léviathan, nous reconnaissons à la fois des choses qui viennent sans doute de l'âme slave, comme on dit, depuis très longtemps, mais aussi des choses qui sont liées à la Russie d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut compter sur des révolutions de palais? Je ne crois pas. Je crois pas. C'est pas comme ça que ces grands empires militaristes, autoritaristes, pseudo-nazis fonctionnent. Les structures de défense, de l'institution, de l'intérieur sont très très importantes. Un élément qui joue sur le plan international, c'est, comme vous le savez, que la grande force encore de M. Trump, c'est son amitié avec Poutine. Et si là, Poutine perd du poil de la bête, comme on l'a vu ces jours récents, quand il a dû admettre en face de M. Xi Jinping que tout n'allait peut-être pas exactement en Ukraine comme on l'avait imaginé, et qu'il s'engageait vis-à-vis de M. Jinping à lui expliquer de manière beaucoup plus posée et systématique ce qui se passait en Ukraine, ou quand une conversation, c'était hier je crois, avec M. Modi, représentant de l'Inde, du même style a eu lieu, on s'aperçoit que Poutine et la Russie n'ont pas que des alliés dans d'autres ennemis traditionnels, si on peut dire, des États-Unis, qui continuent d'être quand même le fer de lance de l'OTAN. Alors ce front qu'on a pu croire exister un moment, Chine, Inde, Russie, celui-là en tout cas se lézarde, et si M. Poutine n'a plus le soutien de la Chine, n'a plus le soutien de l'Inde, il est possible que là, véritablement, le rapport de force conduise ces commentateurs à la télé russe à dire nous sommes, comme ils commencent à le dire d'ailleurs, nous sommes en fait désormais parfaitement isolés. Et ça, ce sentiment d'être parfaitement isolé, qu'il n'y a plus personne qui les soutient véritablement, ça peut bien entendu saper le moral des troupes.
comme ces témoignages, bien entendu, des troupes en déroute qu'on interviewe ici et là, et dont les messages ne passent pas tout à fait inaperçus, d'autant que les familles, même si ce n'est pas, je dirais, dans les régions centrales de Moscou et de Pétersbourg, de la Russie, même si les familles voient revenir des nombres assez considérables de cercueils, qui accompagne ces photos de milliers de chars, de milliers d'équipements militaires abandonnés en Ukraine dans des batailles perdues sur le terrain. Voilà, je vais essayer de faire un petit point. Je vais essayer de reconnecter les deux vidéos que j'ai dû faire. J'espère que ça fera un ensemble qui restera cohérent. Voilà, à bientôt.